La poussière rouge de l'Okavango s'embrasse comme une tempête. Une troupe de lions émerge des terres désertées. Qui sera le dernier survivant? Une confédération de lions mâles s'empare d'une terre sanglante dans l'Okavango. L'aube se lève sur l'Okavango comme une fine couche de feu sur la terre aride. La saison sèche a transformé ce lieu en une frontière hostile. Les rivières sont à sec, la poussière rouge s'accroche à chaque brin d'herbe et le vent charrie la chaleur et l'odeur persistante de chair morte. Le long de la frontière sud de l'Okavango, des traces d'une troupe de lions persistent dans l'air, une terre à la fois déserte et dangereuse, mais aussi une proie lucrative pour toute jeune alliance de mâles désireuse de reprendre le pouvoir. Et c'est sur cette frontière brûlée par le soleil que 5 grandes silhouettes d'une alliance de mâles apparaissent, porteuses de l'ambition de reconquérir ce qui leur a été volé. Cinq lions mâles s'unissent, non par lien du sang, mais par un instinct commun. La solitude condamne à une mort silencieuse, l'alliance peut changer le destin. Issus de clans et de territoires différents, ils ont tous été chassés de leur terre natale lorsque le clan d'origine n'avait plus assez de proies pour se nourrir. À cet âge, ils ne sont plus des enfants, mais pas encore les rois des savanes. Affamés et épuisés, ils errent dans leurs yeux une ambition inextinguible. La frontière de l'Okavango est un refuge temporaire. Pour en faire un véritable territoire, il leur faut un clan de femelles. La nuit n'est pas encore terminée. Le ciel au nord de l'Okavango gronde depuis si longtemps que le troupeau de buffles cesse de brouter. Dans le gris pâle, 5 ombres pesantes se dessinent. La tempête de puissance a commencé avant l'aube. La veille, tandis que Niara et l'Alliance des Lions suivaient le troupeau de buffles du sud, tentant d'apaiser le vide laissé par les hyènes, au nord, l'odeur des buffles, d'une lionne inconnue et d'un autre mâle étranger parvint aux narines de l'Alliance qui régnait jadis sur ces terres. Il n'était plus jeune, mais encore assez fort pour transformer chaque aube en une déclaration de guerre sanglante. Le plus imposant se tenait en tête de la file, sa crinière gris cendrée, les pointes de ses poils roussis par les épines lors de ses chasses au buffle. On l'avait surnommé Caro, le vent contraire, car il s'aventurait toujours sur les terres d'autrui au lieu d'attendre. Sur ses épaules, 3 profondes cicatrices laissées par les cornes des buffles, guéries, alourdissaient chacun de ses pas, comme si le sol sous ses sabots s'affaissait sans cesse sous son poids. Derrière Caro se tenaient 4 autres mâles, légèrement plus petits mais arborant eux aussi une épaisse crinière,
un corps rond et musclé, et des yeux jaunes comme des charbons ardents. Ils avaient quitté leur ancien territoire 2 saisons des pluies auparavant, à l'arrivée d'une alliance plus jeune. Chassés de leurs terres ancestrales, ils s'étaient réfugiés au pays des troupeaux de buffles et de la chasse effrénée. Mais chaque nuit, les rugissements lointains leur rappelaient que l'ancien trône était toujours occupé. Il y avait autre chose dans l'air nocturne. Les phéromones du jeune mâle, moins puissantes qu'auparavant, se mêlaient au colostrum des lionnes du sud et à l'odeur des troupeaux de buffles qui venaient d'approcher la limite de leur territoire. Pour Caro, c'était un signal. Le nouveau souverain avait perdu le cap, il était allé trop au sud, poursuivant les femelles qui lui résistaient, créant un espace entre le marais et la terre ferme, précisément là où Caro avait rugi pendant tant d'années. Le soleil matinal filtrait à l'horizon, projetant une fine couche d'or sur les gouttelettes d'eau accrochées au roseau. Le troupeau de buffles noirs avançait lentement dans le creux, broutant l'herbe, mais frémissant d'inquiétude aux bruits étranges. De temps à autre, un vieux buffle levait la tête, ses cornes balayant l'air comme une ligne d'avertissement invisible. Il ne voyait pas le lion, mais il sentait un changement, l'odeur de ces 5 taureaux n'était pas celle de la jeune coalition qui régnait à présent. C'était l'odeur de ceux qui avaient vécu assez longtemps pour savoir que seule la patience pouvait préserver ces terres. Caro s'arrêta sur une petite butte dominant la vallée. Son pelage se hérissa sous l'effet du vent qui apporta une odeur familière, celle de l'urine marquant son territoire, estompée et recouverte par une nouvelle, mais toujours présente, tenace comme une cicatrice qui refuse de guérir. Il inspira profondément, laissant son souffle glisser sur sa poitrine rugueuse. Plus loin, près des rangées de vieux acacias, flottait l'odeur des jeunes mâles qu'il avait forcés à battre en retraite, qui venaient d'arriver auprès de la troupe de lionnes du sud et de menacer les lionceaux de Niara. Les lions ne sont pas nés pour rester. À l'âge adulte, ils sont chassés par leurs propres troupes, errant sur des terres inconnues, apprenant à chasser seuls, apprenant à mourir de faim pendant des semaines. Un mâle ne peut survivre seul. Ils se recherchent la nuit, formant des alliances de 2, 3, 4 ou 5, comptant les uns sur les autres pour survivre. Et lorsqu'ils sont assez forts, ils attaquent les groupes de lions déjà composés de lionnes, chassent les vieux mâles, tuent les lionceaux et forcent les femelles à revenir en chaleur pour répandre leur gène. C'est une stratégie cruelle mais simple, éliminer l'autre génération pour faire place à la sienne. La mort du lionceau sous les mâchoires des hyènes au sud n'est qu'un fragment de cette complexe stratégie de pouvoir. Car si le jeune mâle n'avait pas été arrêté par Niara et son alliance de femelles, il serait revenu, aurait tué les lionceaux restants, puis aurait rugi sur ces terres comme si personne n'y avait jamais vécu avant lui. Mais il y a une chose que les lions mâles oublient parfois, ils ne sont pas les seuls à convoiter des terres. Les mâles déracinés, comme Caro et son alliance, attendent à la frontière, tels des orages tapis à l'horizon, guettant la moindre faille pour tout emporter.
À midi, le soleil tape sur l'Okavango comme du plomb brûlant. L'air tremble, brouillant la longue étendue d'herbe. Caro mena le troupeau le long du ruisseau peu profond, où d'étranges empreintes de lions se dessinaient dans la boue craquelée. Chacune semblait défier le vent. Les 4 lionceaux restants, accroupis, leurs crinières effleurant l'herbe sèche, les yeux fixés sur l'horizon, ne rugissaient pas. Ils n'avaient pas besoin d'annoncer leur arrivée. Une véritable tempête se calme toujours avant de frapper. Le premier rugissement de la jeune alliance s'éleva de la lisière du troupeau de buffles. Un son plus aigu, plus urgent, dépourvu de la profondeur et de la puissance des rugissements des vétérans. On aurait dit un homme s'affirmant plutôt qu'un roi déjà assis sur son trône. Caro inclina la tête, à l'écoute. Il perçut de l'impatience dans ce rugissement, qu'il allait exploiter. Dès que les 2 alliances s'aperçurent, le vent sembla se calmer. 5 mâles carreaux d'un côté, 3 jeunes mâles de l'autre, postés sur 2 pentes opposées. Au milieu, une dépression remplie de poussière sèche soulevée par le passage du troupeau de buffles. Le ciel sembla s'abaisser, plongeant la steppe dans un silence épais. Le jeune mâle qui s'était approché de l'acacia où Niara s'était caché reconnut le premier son adversaire. Il rugit, sa crinière noire hérissée, cherchant à paraître plus imposant. Le rugissement résonna, mais au contact de la crinière grise de Caro, il se brisa comme une vague s'écrasant contre une falaise. Caro ne réagit pas. Il descendit simplement la pente, chaque pas lent mais assuré, forçant son adversaire à choisir. Le jeune mâle choisit de charger. Le premier choc fit trembler le sol. Un nuage de poussière rouge s'éleva, masquant les 2 corps gigantesques enlacés. Des dents blanches brillèrent entre les crinières brun foncé, le sifflement rauque du souffle mêlé au grattement des sabots sur la chair créa une musique chaotique que seule la steppe pouvait comprendre. Dans ce nuage de poussière, Caro ne chercha pas à vaincre par sa jeunesse. Il vainquit par son expérience. Il ne bondit pas sur l'épaule où la crinière était la plus épaisse, mais contourna la créature et mordit directement dans les côtes.
Pour les lions mâles, le territoire est bien plus qu'une simple étendue de terre. C'est une voie, un honneur, le seul moyen pour eux de fonder une troupe de femelles et de perpétuer leur lignée. Chaque rugissement est un défi. Dans la nature, les alliances de lions mâles sont comme des blocs de pierre, unis non par le sang, mais par un but commun, occuper et protéger un territoire. Ils n'ont pas besoin d'être proches physiquement, leur solidarité leur suffit pour amplifier la portée de leur rugissement, marquer leur territoire de leur empreinte, et faire savoir aux intrus que cette terre leur appartient. Chaque lion contribue à ce cercle vertueux. Le veilleur de nuit, celui qui marque les arbres, celui qui se jette dans des batailles où un individu seul n'oserait jamais s'engager. Mais la force de l'alliance dépend de la capacité de chacun de ses membres à courir et à combattre ensemble. Une blessure grave ne ralentit pas seulement un lion, elle ébranle tout le territoire. Dans le monde du lion mâle, où chaque respiration doit porter l'empreinte du souverain, la lenteur est une invitation pour l'ennemi. L'après-midi passa comme une brume de lumière comprimée derrière les acacias. Les rugissements du premier combat résonnaient encore au sol, flottant dans l'air épais. L'alliance de Caro resta longtemps immobile après le retrait du jeune rival, sa respiration s'accélérant au rythme de la bataille. Mais la victoire ne les rendait pas impatients. Les mâles expérimentés ne célèbrent jamais leur victoire à la hâte. Caro longea le bord du creux, humant l'odeur sous la poussière piétinée. L'odeur de leurs adversaires n'était pas trop forte. Signe qu'ils n'étaient pas totalement confiants. Mais ils n'étaient pas faibles non plus. Cette jeune alliance mêlait ferveur juvénile et instinct. Les deux étaient dangereux. Le mâle grogna sourdement face au vent du nord. Le vent portait une autre odeur, non pas celle des buffles, ni celle des femelles, mais celle du retour. Les jeunes ne renonçaient pas. Ils changeaient simplement de position. Caro jeta un coup d'œil à ses quatre alliés. Ils avaient compris. Aucun ne fit demi-tour. Ils se dispersèrent, resserrant leur formation en arc de cercle. Ce n'était pas une attaque. C'était une façon de acculer leurs adversaires en cas de nouvelle confrontation. Le soleil de fin d'après-midi pénétra dans les roseaux secs, transformant le sol en un quadrillage sombre de stries. Le troupeau de buffles avait quitté le creux, laissant derrière lui des plaques de boue sèche labourée où les traces de lions et de buffles s'entremêlaient comme une carte de guerre à moitié dessinée. Caro baissa la tête. Il ne voyait pas l'ennemi, mais il le devinait dans le vent,
comme une phrase apprise par cœur. Soudain, un rugissement retentit au bord de la vallée. Le combat éclata en un instant. Le bruit des sabots martelant le sol résonna dans l'herbe, rapide et pressant. Les 4 jeunes mâles se jetèrent tous en avant d'un seul mouvement, comme si le premier affrontement ne les avait pas dissuadés. La poussière se souleva sous leurs pas. Le vent tourna. À cet instant précis, alors que les deux camps venaient de se rencontrer, au crépuscule, l'alliance de Caro était loin d'imaginer que l'un des leurs ne pourrait plus jamais rivaliser avec le troupeau. Bien plus au sud, où Niara et l'alliance des Lionnes suivaient un autre troupeau de buffles, le même rugissement se fit entendre, faible mais aussi net qu'un souvenir. Niara s'arrêta, les oreilles dressées. Sana releva la tête de l'épaule de son petit survivant, les yeux brillants d'une lueur à la fois étrange et familière. Imba regarda vers le nord, où l'horizon se teintait de rouge par le crépuscule. Dans un monde de lionnes sans chef pour les protéger, l'odeur et le rugissement d'un nouveau mâle pouvaient être la promesse de lionceaux plus forts, d'un territoire plus sûr. Ou bien, cela pouvait annoncer une nouvelle purge, si les mâles décidaient d'anéantir toute trace de l'ancienne génération. Niara ignorait qui était Caro. Elle savait seulement que, chaque fois que le pouvoir changeait de main, les lionceaux étaient les premiers à en payer le prix. La nuit tomba lentement sur l'Okavango. Les hyènes suivirent la vieille traînée de sang au fond de la vallée, léchant les restes. Les vautours, désespérés, s'envolèrent lourdement vers l'ouest. Sur la butte centrale, les 5 nouveaux mâles gisaient étendus, la langue pendante, le souffle court comme un vent brûlant. Ils avaient reconquis leur territoire, mais à un prix terrible. Un membre de la meute de Caro avait une profonde entaille à l'épaule, le sang coulant encore de son cœur battant. Il était légèrement à l'écart, les yeux fixés sur le ciel étoilé comme pour y lire les fissures invisibles. Demain, ils devront patrouiller, marquer à nouveau chaque buisson, chaque monticule. Ils devront retrouver les lionnes qui ont entendu leur rugissement porté par le vent. Et en chemin, les destins de Niara,
Sana, Imba et du lionceau survivant croiseront inévitablement le chemin de cette nouvelle vague de puissance. Dans l'Okavango, aucune victoire n'est définitive. Chaque rugissement d'aujourd'hui n'est qu'une promesse de rencontre à venir, où la frontière entre protecteur et destructeur est aussi ténue que la poussière rouge soulevée par chaque pas. Alors, que pensez-vous qu'il se passera lorsque l'alliance des 5 mâles suivra la piste de Niara et d'Elion? Deviendront-ils un nouveau rempart pour les lionceaux survivants, ou déclencheront-ils une nouvelle tragédie dans la savane? Et à quoi le lion solitaire sera-t-il confronté, sans sa troupe à ses côtés? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode du lion, le maître de la savane. Dans la chaleur torride de la Namibie, le venin n'est pas seulement une arme. C'est la frontière entre la vie et la mort. Quand le petit défie la mort avec intelligence, chaque attaque peut porter le coup fatal. Chaque rencontre est un pari de vie ou de mort. Qui est le plus redouté? La bataille est sur le point de commencer. Namibie rude, la guerre contre le venin. Namibie. Un monde ardent au cœur de l'Afrique. Là où les dunes de sable rouge du désert du Namib s'étendent telles des vagues, dessinant un paysage à la fois magnifique et cruel. C'est une terre où le vent chante sur les rochers, où le soleil fait fondre chaque grain de poussière et où la vie est toujours mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Dans cette aridité apparemment infinie, la nature s'élève encore avec force. Avec ses créatures résilientes, ses poursuites à mort et ses prédateurs silencieux qui attendent leur chance dans l'obscurité. Mais parmi le sable brûlant et les buissons bas disséminés sur le sol de pierres sèches, une autre force agit silencieusement. Un simple mouvement dans l'herbe sèche suffit à mettre le cœur de tout le pays sur ses gardes. Cobra. Le fantôme silencieux du désert namibien. Son corps peut dépasser 2 mètres de long, recouvert d'écailles lisses brunes, noires ou grises selon la région, ondulant doucement mais dégageant une aura meurtrière cachée. Sa principale caractéristique est son cou, formé de côtes spéciales, qui peut prendre la forme d'un capot de voiture. Tel un bouclier pour intimider l'ennemi, ses yeux ronds aux pupilles verticales observent toujours avec une froideur glaciale. Le cobra ne chasse pas à la hâte. Il attend, frappe avec précision par des coups de bec extrêmement rapides, injectant des neurotoxines qui peuvent paralyser sa victime en quelques minutes seulement.
Son alimentation est très variée, souris, lézards, jeunes oiseaux et même des serpents plus petits. Certaines espèces peuvent même manger des œufs et n'hésitent pas à attaquer des créatures plus grandes si elles sont provoquées. Le cobra est nocturne ou matinal, mais il peut aussi apparaître pendant la journée par temps frais. Lorsqu'il est menacé, il lève la tête, écarte le cou, siffle de manière menaçante et est prêt à attaquer si l'adversaire ne recule pas. Dans un écosystème hostile comme la Namibie, les cobras ne sont pas seulement des chasseurs, mais aussi des forces respectées, où chaque mouvement peut déterminer la vie. Sous le soleil sec de Namibie, où le vent transporte la poussière de sable sur la terre craquelée, ce ne sont pas seulement des prédateurs à quatre pattes qui s'affrontent. Dans un coin caché des buissons bas, deux ombres noires apparurent. Il s'agissait de deux cobras mâles, tous deux adultes, animés d'un instinct de domination. Ils ne se déplaçaient pas rapidement, mais rampaient lentement, la tête ôtée, le corps soulevé du sol. Tous deux ouvrirent grand leurs branchies, leur corps bombé comme pour exhiber leur taille. Aucun sifflement n'était audible. Ce n'était pas une chasse, mais un rituel d'affrontement. Ils se redressèrent, se fixant l'un l'autre comme d'anciens guerriers cherchant des failles. Leurs corps ondulaient en cercle symétrique, chaque mouvement étant un avertissement. Le sable et la poussière s'élevaient silencieusement sous leurs légers coups. Puis, ils se redressèrent, se serrant l'un contre l'autre. Le combat pouvait durer plusieurs minutes. Jusqu'à ce qu'un camp cédé se retire discrètement du territoire. Le vainqueur leva la tête, ses branchies toujours grandes ouvertes, balayant l'air comme une déclaration de souveraineté. Pour lui, le combat n'est pas une question de destruction, mais d'ordre. Le cobra n'est pas seulement un symbole de puissance et de mort silencieuse, mais aussi une espèce dotée d'un cycle de reproduction unique. Contrôlé par les changements environnementaux et les signaux chimiques. Alors que la saison sèche cède progressivement la place aux premières pluies en Namibie, les phéromones des serpents femelles se répandent dans l'air, attirant les mâles à des centaines de mètres de distance.
L'accouplement dure des heures et se répète plusieurs fois. Après l'accouplement, la femelle trouve un endroit sûr pour pondre ses œufs. Selon sa taille et ses conditions de vie, le cobra peut pondre de 10 à 40 œufs à la fois. Contrairement à la plupart des autres serpents, la femelle protège le nid pendant la période d'incubation de 6 à 10 semaines. À l'éclosion, les bébés sont déjà venimeux. Ils n'ont pas besoin de la surveillance de leur mère, se séparant immédiatement du troupeau et entamant leur propre quête de survie. Dans cette même région aride de Namibie, où le soleil brûle le sol et où l'ombre est un luxe, les créatures apparemment les plus faibles développent un système de défense résistant contre les prédateurs les plus redoutables. Suricate. Un petit animal de la famille des mangoustes. Mesurant seulement 25 à 35 cm, il a un corps élancé, une fourrure gris-brun couverte de rayures noires le long du dos et des yeux noirs aux contours sombres comme des crayons. Malgré leur apparence fragile, ils possèdent un esprit de vigilance et de solidarité qui les distingue dans la nature. Ils vivent en grands troupeaux, généralement de 20 à plus de 30 individus, regroupés dans des réseaux complexes de terriers souterrains creusés au cœur du désert aride. Chaque matin, le troupeau quitte le terrier et forme de petits groupes à la recherche d'insectes, de reptiles, d'œufs d'oiseaux et parfois de scorpions. Ces derniers sont des ennemis dangereux pour la plupart des espèces, mais constituent un repas favori des suricates. Ils possèdent une immunité étonnante à de nombreux types de venins. La particularité des suricates réside dans leur capacité à surveiller et à répartir les rôles au sein du troupeau. Pendant que certains cherchent de la nourriture, il y a toujours au moins un individu debout, s'appuyant sur ses pattes arrière, levant la tête pour observer les environs. S'il détecte un danger, il émet un son d'alarme caractéristique et tout le troupeau se retire immédiatement en lieu sûr. Sous leur apparence mignonne et leur petit corps, les suricates incarnent une société soudée, intelligente et courageuse. La saison de reproduction des suricates coïncide généralement avec les mois les plus chauds et les plus humides de l'année, lorsque la nourriture est abondante et les conditions de vie favorables. Dans chaque groupe, un seul couple dominant, généralement le mâle et la femelle les plus âgés et les plus forts, est autorisé à se reproduire. Les autres individus, même les frères et sœurs, assument le rôle de protecteurs, de chasseurs et de gardiens des petits. Après l'accouplement, la femelle est enceinte pendant environ 11 semaines avant de donner naissance à 2 à 5 petits.
Les petits naissent aveuglés sans poils, entièrement dépendants de leur mère et du reste du groupe pour leur protection. Les premiers jours, ils restent au nid, tandis que les autres membres se relaient pour la surveillance et la recherche de nourriture. Lorsque les petits commencent à sortir du terrier, leur entraînement commence. Ils participent à des chasses, observent et apprennent à tuer des proies venimeuses en toute sécurité. Les ombres du soleil se dessinent longuement sur le sol sec. Un groupe de petits suricates tâtonne le long des racines des arbres, à la recherche de proies. Les jeunes suricates suivirent, levant parfois les yeux vers les adultes et imitant le creusement. De l'autre côté, un cobra avançait silencieusement, son corps serpentant dans l'herbe sèche et brûlée par le soleil, les yeux fixés sur les ombres qui se déplaçaient près de lui. Mais les suricates avaient détecté la présence de l'intrus. En quelques secondes, l'atmosphère changea. Le chef se redressa sur ses pattes arrière, les yeux fixés sur l'ombre qui approchait. Aussitôt, les trois autres adultes s'avancèrent, formant un arc de cercle bloquant le passage du serpent. De petits grognements retentirent, discrets mais empreints de détermination. Le serpent releva la tête. Son cou se gonfla, sa capuche proéminente se déployant comme un signal menaçant. La gueule légèrement ouverte, la langue s'agitant sans cesse. Lui aussi était prêt. Deux mondes, deux stratégies de survie opposées, s'affrontaient maintenant. Le chef des suricates prit l'initiative d'approcher. Soudain, le serpent bondit. L'embuscade fut étouffante, ne dura que quelques minutes. Sans vainqueur évident, le cobra prit l'initiative de battre en retraite et se glissa dans l'herbe. Personne ne mourut. Aucun sang ne fut versé. Mais une fois de plus, le petit monde s'était défendu contre l'un des prédateurs les plus dangereux de Namibie. La robustesse ne réside pas dans la taille, mais dans la capacité à ne pas reculer. Au loin, une autre ombre se déplace silencieusement. Ce n'est pas un suricate, mais un parent plus grand et plus audacieux. La mangouste rayée. Un guerrier sauvage intrépide. C'est l'un des petits mammifères les plus audacieux d'Afrique du Sud.
Son corps trapu, d'environ 30 à 45 cm de long, est doté d'une queue presque aussi longue que son corps. Sa fourrure courte et épaisse, brun grisâtre, est rayée de noir sur le dos, ce qui lui confère une apparence de camouflage efficace dans les buissons et lui permet de se distinguer comme un petit guerrier dans la savane sèche. De petits yeux agiles brillent toujours de vivacité. Son museau pointu et ses petites oreilles rondes, placées bas sur la tête, lui permettent de creuser et d'observer constamment. Ses griffes acérées et recourbées lui permettent de creuser des terriers ou de déterrer des proies dans les sols sablonneux. Elles vivent en grands troupeaux de 10 à 40 individus, avec une organisation sociale stricte, se coordonnant étroitement pour la recherche de nourriture et la défense. La mangouste rayée est réputée pour son courage et sa capacité à affronter des ennemis de plus grande taille, y compris les serpents venimeux. Elles utilisent des tactiques d'encerclement, de diversion et d'attaque simultanée pour neutraliser leurs adversaires. Cette espèce a un mode de reproduction particulier, fortement communautaire. Dans un grand troupeau, plusieurs femelles peuvent s'accoupler et mettre bas simultanément, généralement au début de la saison des pluies, lorsque les sources de nourriture sont abondantes. Après environ 60 à 70 jours de gestation, chaque femelle donne naissance à 2 à 6 petits. Étonnamment, les petits sont élevés collectivement. Les membres les plus âgés du troupeau se relaient pour surveiller, nourrir et apprendre aux jeunes à survivre, comme dans une école sauvage. Le régime alimentaire de la mangouste rayée est très varié, insectes, araignées, petits reptiles, œufs et même serpents venimeux. Elle possède une certaine immunité au venin. Non loin, une meute de mangoustes rayées se déployait pour se nourrir. Elle creusait dans le sable. Elle percevait un bruit étrange. Le serpent s'immobilisa. Il avait également senti la présence des yeux suivants. Sa tête se leva, son cou commença à gonfler, sa calotte familière s'ouvrit lentement comme un rideau menaçant. Mais face à une telle meute d'ennemis, il ne pouvait reculer, il ne lui restait qu'une seule option, se battre. Quelques-uns d'entre eux se rapprochaient par derrière. Avec une tactique habile, ils distrayaient, harcelaient et poursuivaient leur progression. L'atmosphère était tendue. Soudain, les deux camps chargèrent.
La chasse prit fin rapidement, mais difficilement. La meute de mangoustes baguées l'avait une fois de plus prouvé, dans la nature, ce n'est pas seulement le venin qui fait peur. C'est aussi la cohésion et l'intelligence des jeunes. Alors que le dernier bruit s'éteignait et que les empreintes de pas s'estompaient dans le sable chaud, au loin, une autre créature entrait discrètement en scène. Le léopard. Un prédateur parfaitement dissimulé, l'incarnation de la mort aux confins du désert namibien. Son corps mesure environ 1,5 m de long et 70 cm de haut au garrot, recouvert d'une douce fourrure dorée, parsemée de taches noires comme des fleurs d'abricotier. Il permet un camouflage parfait à la lumière du soleil dans la forêt clairsemée, ce qui le distingue des autres léopards. Ses yeux ambrés lui confèrent un regard vif et prudent. Son corps compact, mais musclé et flexible, peut se précipiter à la vitesse de l'éclair et est le meilleur grimpeur d'arbres parmi les grands félins. Ils vivent seuls, préférant être actifs la nuit ou à l'aube. C'est le moment idéal pour guetter leur proie dans l'obscurité ou la faible luminosité. Contrairement aux lions ou aux hyènes, bruyants et grégaires, les léopards privilégient la solitude et le secret. Pendant la saison de reproduction, les femelles signalent leur chaleur. L'accouplement est court, mais féroce. Après environ 90 à 100 jours de gestation, les femelles donnent naissance à 1 à 3 petits dans un endroit isolé et inaccessible. Les petits sont aveugles à la naissance et ont besoin de plusieurs mois pour quitter leur tanière. La mère léopard s'occupe d'eux seule, leur apprenant à chasser et à grimper aux arbres, jusqu'à ce que les petits soient suffisamment forts pour vivre de manière autonome. Le régime alimentaire du léopard est extrêmement varié, allant des antilopes aux lapins, en passant par les rongeurs, les oiseaux et les reptiles. En Namibie, où la nourriture est rare et le sol chaud, ils peuvent attaquer même les espèces agiles et intelligentes. Et la mangouste rayée allait également devenir l'un de leurs menus. Mais par cet après-midi chaud, alors que l'odeur du soleil sec et de la poussière se mêlait à l'air, ses yeux perçants découvrirent quelque chose d'inhabituel. Un groupe de mangoustes rayées se rassemblait à l'ombre d'un arbre près de la plage rocheuse, occupé à creuser le sol à la recherche d'insectes. Aucun d'eux ne réalisa qu'il était pris pour cible. Le léopard baissa le corps, chaque pas aussi doux que de la fumée glissant dans l'herbe sèche.
Le vent était favorable. Il retint son souffle, empêchant chaque muscle d'émettre un son. Une petite erreur, et tout le groupe disparaîtrait immédiatement dans le labyrinthe de grottes souterraines. Plus il s'approchait, plus ses yeux dorés brillaient, se fixant sur une petite mangouste rayée. L'occasion était venue. La chasse prit fin rapidement. Le groupe de mangoustes rayés ne put que battre en retraite, impuissant. Même si les chasseurs peuvent résister au venin, face aux plus grands prédateurs, ils ne peuvent que devenir des proies sans pouvoir riposter. Dans les terres arides de Namibie, où l'obscurité et la lumière s'échangent sans cesse leur rôle, la vie continue selon les lois les plus dures. Chaque espèce est un chasseur, et peut aussi devenir une proie. Des serpents venimeux tapissent silencieusement dans le sable chaud au groupe de mangoustes unis contre le danger, en passant par l'embuscade silencieuse des léopards. Tout se combine pour créer une symphonie de survie, où chaque battement est un choix entre la perte et la continuation. La Namibie n'est pas seulement un désert et une tempête de sable. C'est un espace naturel, où la vie est façonnée par des affrontements sans compromis, où un peu de courage suffit à faire vaciller la mort. Si vous aimez les combats à couper le souffle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des moments fous qui vous attendent.